Contrairement aux apparences, j'ai aucun plaisir à engueuler les gens. Aucun. C'est bon. J'ai donné avec mes enfants, j'en peux plus. Et j'appelle les modérateurs, les 3 modérateurs de cette première session. Nadia, le boulanger, Centre Eugène Marquis de Rennes, le docteur Jean-François Moulin du CH de Polynésie française, et last but not least, comme ça a déjà été dit hier, le docteur Jérôme Viguier de l'INCA, qui vont modérer cette première partie du programme scientifique de la matinée, qui porte sur le thème « Dispositifs efficients ultramarins et retour d'expérience ». J'en profite pour saluer ceux qui sont connectés. On ne les voit pas, mais merci à tous de nous rejoindre pour cette matinée. Donc, je laisse la parole au modérateur pour cette session. Nous aurons une pause à 11h. À tout à l'heure. Très bien, bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir de vous retrouver pour cette deuxième journée de ce séminaire riche dans les interventions, dans les pistes, dans les diagnostics. On a une session assez longue là avec beaucoup de présentations, donc je vous propose qu'on ne prenne pas de retard sur le déroulé. Et je vous passe la parole donc, pour introduire le premier orateur. Juste pour préciser, est-ce que vous m'entendez? Oui? Ouais. Juste pour préciser, les questions auront lieu à la fin des interventions de chacun des intervenants, si ça vous convient. On va accueillir maintenant le docteur Marc Pracht, donc oncologue médical au Centre Eugène Marquis de Rennes, spécialiste des tumeurs cutanées et des tumeurs rares, membre de l'UCOM, pilote du groupe de travail SHS. Qu'est-ce que je n'ai pas dit? Coordinateur médical pour nos partenariats ultramarins avec laquelle j'ai la chance de collaborer depuis 2017. À toi, Marc. Merci beaucoup, Nadia. Bonjour à toutes et à tous. On va attendre les diapos. Donc, merci encore une fois, Nadia, de m'avoir aidé à préparer cette présentation. Parcours de soins mis en place au CH de Saint-Pierre-et-Miquelon et à l'Agence de santé de Wallis-et-Futuna et stratégie d'appui au CH de Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Donc 3 territoires, 10 minutes. Donc je ne remercie pas mes petits camarades du bureau UCOM pour cette quotité pour 3 territoires. Donc j'ai changé un petit peu le titre pour appuyer davantage ma présentation sur les outils à notre disposition pour envisager une oncologie médicale de qualité en l'absence d'oncologue médical sur un territoire d'outre-mer. Alors, quand même, présentation de ces 3 territoires. Ce sont des petits territoires, tant en termes de surface que de population. Vous voyez, à Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est 5800 habitants, 11 500 sur Wallis-et-Futuna, un petit peu plus, une quarantaine de milliers sur Saint-Martin, Saint-Barthélemy. Ce qui est important, c'est de voir l'éloignement par rapport à l'Hexagone, parce que c'est un paramètre important dans la structuration de cette offre de soins en oncologie. C'est quelque chose d'important à considérer, et tout particulièrement pour Wallis-et-Futuna, qui sont aux antipodes de la métropole, avec un temps de vol d'une 30aine d'heures. Donc ça, c'est très important à considérer face à un patient oncologique. Si on veut considérer une Evacane sur la métropole, 30 heures, c'est considérable. Il faut savoir aussi qu'il n'y a pas de vol direct. C'est vrai pour Wallis-et-Futuna tout au long de l'année. C'est vrai quasiment tout au long de l'année pour Saint-Pierre-et-Miquelon aussi. Il y a des vols directs que l'été du 15 mai au 15 septembre. C'est un petit peu plus facile pour les îles du Nord, les Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Il y a sur ces îles, sur ces archipels, une forme de double insularité ou de double isolement. Je pense à Miquelon pour Saint-Pierre, parce que quand vous arrivez à Saint-Pierre, vous ne pouvez pas aller à Miquelon. Vous devez passer une nuit à Saint-Pierre, et c'est la même chose à Futuna. Si vous arrivez à Wallis, vous ne pouvez pas aller dans la même journée à Futuna. C'est moins vrai pour Saint-Barth, qui est relié de manière pluriquotidienne avec Saint-Martin. Et puis il y a des décalages horaires qui sont considérables aussi, notamment avec Wallis-et-Futuna, et ça c'est important quand vous voulez venir en appui avec de la télémédecine, de la téléexpertise. En termes de disponibilité, c'est pas évident. Et donc en pratique, au Centre Eugène Marquis, en fait la disponibilité, c'est délicat parce que le matin,
on est présent pour les patients bretons. L'après-midi, on commence à être présent pour les Bretons, mais aussi pour Saint-Martin, Saint-Barth et pour Saint-Pierre-et-Miquelon. Et puis le soir et tout au long de la nuit, on est disponible pour Wallis et Futuna. Donc c'est une forme de partenariat où le soleil ne se couche jamais. Donc la disponibilité est importante. J'exagère un petit peu, mais c'est ça que ça veut dire aussi, c'est une notion importante. Si vous voulez venir en appui à des territoires isolés, il faut être disponible, j'y reviendrai. Contexte oncologique. Alors, petite population, donc une incidence de cancer attendue peu importante. Et ça, c'est important dans le cadre de notre partenariat parce que vous verrez que c'est quand même très personnalisé et les petits effectifs de cancer qu'on a à considérer nous permettent une approche quand même très personnalisée. Donc sur Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est à peu près 30 cas attendus et on les observe. Sur Wallis et Futuna, c'est 60 cas attendus, on en voit 40 parce qu'il y a un sous-diagnostic particulier chez les hommes. Sur Saint-Martin, Saint-Barth, c'est plus important, 240 attendus, on en voit à peu près 170 parce qu'il y a de la fuite, notamment pour les catégories socio-professionnelles les plus aisées qui partent sur l'Hexagone d'emblée ou sur les États-Unis. Seul Saint-Martin est autorisé au traitement du cancer depuis 2019, avec un début d'activité en novembre 2021, j'y reviendrai. Il n'y a pas d'oncologues médicaux sur place, sauf à Saint-Martin. Il y a des PUI avec des unités de reconstitution de cytotoxiques. Et il n'y a pas ou peu de dépistage organisé. À Saint-Pierre-et-Miquelon, ça a commencé ce mois-ci. Et à Saint-Martin, Saint-Barth, il y en avait jusqu'à ce qu'IRMA balaye tout, sans mauvais jeu de mots, et y compris balaye les structures de dépistage. Donc pour plus de précision sur l'épidémiologie à Wallis et Futuna, je vous invite à voir le poster que j'évoquais hier, avec une très forte surincidence de cancer de l'endomètre, une problématique analogue à celle de la Polynésie française. En termes d'enjeux collaboratifs, donc on a deux types de demandes. Saint-Pierre-et-Miquelon et Wallis et Futuna, c'était réellement une demande de structuration d'une offre de soins d'oncologie médicale sur place. Alors qu'à Saint-Martin et Saint-Barthélemy, la demande était un appui à l'activité plutôt sur un mode de télémédecine, de téléexpertise. Donc ce qu'on a pris pour la demande de structuration d'une offre de soins, c'est la convention recommandée et préconisée par l'INCa, qui a de nombreux avantages. Elle donne des recommandations en termes de formation, en termes de qualité de soins, en termes de responsabilité, et elle nous dit aussi comment communiquer entre les établissements. Donc c'est ces conventions autorisées associées qu'on a mis en place avec Saint-Pierre-et-Miquelon et Wallis et Futuna. Sur Saint-Martin, Saint-Barthélemy, c'est plus de la télémédecine, je me répète, de la téléexpertise, donc c'est plus des outils de type GCS, e-santé et Omnidoc pour la téléexpertise. Ce qui est important, et je passe très rapidement là-dessus, c'est les traitements médicaux. Le but, c'est de les faire localement, c'est de faire le maximum de ce qu'on peut faire localement pour ne pas avoir à répéter les EVASAN et à ne pas déraciner les patients concernés. Et ensuite, c'est aussi de respecter ce qui fonctionne, et notamment ce qui fonctionne avec les partenaires régionaux. Et à Wallis et Futuna, il y a des choses qui fonctionnent très bien avec la Nouvelle-Calédonie. Donc ça, c'est à ne pas casser et c'est à privilégier toujours ce qui fonctionne. Et l'autre leitmotiv, l'autre fil conducteur dans notre démarche, c'est que dès lors qu'une EVASAN est indispensable sur la métropole, ce n'est pas de la faire obligatoirement à Rennes, mais c'est de la faire dans le centre, dans la ville, où le patient concerné a des proches, a de la famille, pour éviter la double peine entre le cancer, le déracinement et l'isolement en métropole. Donc on fait l'effort de rechercher le bon collègue, le bon centre, là où le patient concerné a des ressources familiales, amicales en métropole. C'est l'humanisation de l'EVASAN, j'y reviendrai. Alors est-ce que ça fonctionne ? Oui, ça fonctionne, on peut le dire. Saint-Pierre-et-Miquelon, voici des chiffres qui n'ont pas été actualisés récemment, mais je vais vous donner les données de 2022. Et vous voyez que le partenariat qu'on a mis en place depuis 2017 précisément vous montre là qu'en nombre d'EVASAN pour des problématiques cancérologiques, vous voyez, Rennes, c'est l'avant-dernier rectangle. 2016, 2 patients sont venus, puis 8, puis 17, puis 16, puis 24, et 2022, c'est 32 patients qui sont venus. Donc ça montre que notre modèle plaît et que cette idée d'être le moins longtemps possible en métropole et de pouvoir revenir vite près de sa famille, près de ses proches et faire les traitements sur son île, c'est quelque chose qui est apprécié et on le comprend. Et de la même manière, vous voyez que les coûts d'EVASAN pour le payeur diminuent. Et ça, on peut montrer que médico-économiquement, notre modèle est vertueux. Et par contre, le corollaire, c'est que l'hôpital local voit son activité d'oncologie médicale augmenter, c'est normal, mais j'y reviendrai,
également les coûts liés à cette activité, et ça pose des problèmes, on l'a dit hier, pour les hôpitaux qui sont en mode de financement en budget global. Merci Nadia. Pour Wallis et Futuna, la collaboration a commencé en 2019 et vous voyez que très vite, il y a une forte demande de téléexpertise. Donc on est dans un rôle de conseil, d'orientation. Est-ce que la situation du patient permet qu'il soit pris en charge sur Nouméa? C'est une situation, on va dire, courante d'oncologie médicale, ou est-ce qu'au contraire, il doit être évassané si c'est une problématique complexe ou un cancer rare? Et puis pour Saint-Martin-Saint-Barthélemy, vous avez ici l'activité en 2022, sur l'année 2022. L'activité a commencé en novembre 2021 et vous voyez que c'est les barres en clair, elles sont d'emblée supérieures au prévisionnel qui est en foncé, et puis ça augmente, ça augmente, ça augmente, avec un gros trou au milieu. Le gros trou au milieu, c'est juillet-août 2022. L'oncologue est parti, il n'a pas été remplacé, tout s'est arrêté. Et en 2023, qu'est-ce qui s'est passé? On a pu éviter ça, parce qu'avec des outils de type... encore une fois, télémédecine ou avec des ponts VPN, c'est-à-dire des possibilités d'aller depuis Rennes dans le logiciel de chimio de Saint-Martin et Saint-Barthélemy, on a pu pérenniser cet été l'activité de l'hôpital de jour de Saint-Martin à distance, sans oncologue sur place, mais avec les autres référents de l'équipe d'onco, évidemment. 1 minute, oh là 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 là. Donc, plus de précision, vous avez des posters derrière. Et puis, alors, comment ça marche? Pourquoi ça marche? Donc, il y a plusieurs étapes. Il y a une étape de diagnostic, d'audit, il y a de la formation, évidemment, et de la structuration. Par contre, si vous limitez à ça, vous êtes sûr que ça ne marchera pas. Parce que dès lors qu'on parle de structuration, ça se complexifie un petit peu, et c'est tout ça qu'il faut envisager. Il faut envisager de la qualité, évidemment, de la formation continue, il faut de la coordination dans les parcours, il faut impliquer les institutions, les élus, les associations de patients, et il faut humaniser les EBASAN et tenter de montrer que votre modèle est médico-économiquement vertueux. Encore une fois, pour plus de précision, vous pouvez voir ce poster de Nadia qui vous expliquera la structuration mise en place dans les parcours de soins et pour la télémédecine. Et puis, je passerai très rapidement là-dessus, du coup. Ce qui est important, c'est de mettre à disposition des moyens humains. Donc, il faut des médecins, il faut des pharmaciens, j'enfonce des portes ouvertes. Mais il faut des coordinateurs. Il faut beaucoup de temps de coordination pour sécuriser chacune des étapes. Il faut bien sûr des IDE onco référents, idéalement des personnels paramédicaux qui s'inscrivent sur la durée sur les archipels, sur les îles, et encore plus idéalement des gens qui sont nés sur place parce qu'ils connaissent très bien les patients, ils connaissent les histoires familiales, ils connaissent les problématiques sociales. Et ça permet de contrer une autre difficulté qu'on a, qui est le turnover médical. Donc il faut pouvoir s'appuyer sur les paramédicaux, il faut faire confiance, il y a beaucoup de liens humains dans ces histoires-là. Au niveau des moyens techniques, j'en ai parlé, il faut tout mettre à niveau, il faut tout partager, c'est-à-dire que tous les outils, il faut que ce soit les mêmes pour éviter les aléas techniques et pour pouvoir prendre la main à distance dès que ça l'impose. Au niveau des formations, il faut évidemment former les personnels de l'hôpital, mais il faut aussi sensibiliser la ville. Il faut former la petite sœur, il faut former Futuna, pas uniquement Wallis, parce que s'il y a un problème intercurrent à Futuna, il faut que les correspondants là-bas sachent comment réagir. Idem à Saint-Barth, idem à Miquelon. Et puis, il faut former les nouveaux arrivants, les remplaçants, vu qu'il y a beaucoup de turnover dans nos outre-mer, il faut des formations minimales pour les nouveaux arrivants. C'est quasiment terminé. Humanisation des EBASAN. Alors ça, c'est absolument capital. Si vous voulez que votre modèle fonctionne et qu'il soit pérenne, il faut préparer les EBASAN. Alors, qu'est-ce qu'on a fait, nous? On a formé nos IDE référents et on fait des consultations pré-EBASAN avec les infirmières. C'est-à-dire que les infirmières, avant que le patient part, va discuter de la métropole, Rennes, c'est quoi? Il va remettre des plans de ville, des plans de métro, des livrets du CHU, des livrets de notre centre pour qu'on puisse préparer les EBASAN. On a fait des conventions avec des structures d'hébergement pour qu'on trouve des hébergements qui soient à la hauteur des IJ, pour pas qu'il y ait un reste à charge important. Docteur Viguier parlait de conciergerie hier, c'est ça. C'est éviter le reste à charge. On a fait la même chose avec des laboratoires à Rennes, des laboratoires de biologie, des structures d'imagerie, et dernièrement, on a fait des conventions avec des MSP, des maisons de santé pluriprofessionnelles et des maisons de santé pluriprofessionnelles universitaires, pour que les patients qui viennent en EBASAN pour une problématique de cancérologie, lorsqu'ils ont un petit rhume, ce n'est pas vers le centre de cancérologie qu'ils vont venir, il faut qu'ils aillent voir un médecin généraliste, mais ils n'en ont pas. Et puis en métropole, il n'y en a pas ou pas assez. Et donc, avec des conventions comme celle-ci, on humanise les EBASAN, on simplifie le parcours. Je vais vite. Qualité, c'est absolument fondamental, parce que je vous disais, vous faites confiance à des collègues
qui ne sont pas forcément aussi formés que vous, aussi experts que vous. Donc, c'est vraiment une démarche continue et ça nécessite un accompagnement avec des bilans hebdomadaires que fait Nadia, avec des procédures de soins qui sont les mêmes, qu'on impose finalement. Il faut qu'on mette tout de même niveau. C'est des RMM, c'est de la CREX. Et puis, c'est de la rencontre aussi avec les partenaires régionaux, parce que si vous dites « OK, le patient peut partir à Nouméa »,« OK, le patient peut partir à St. John's au Canada », il faut que vous connaissiez les collègues là-bas. Donc, c'est aussi ce travail-là qu'il faut faire. Et puis, on en a parlé beaucoup hier, je regarde les Amazones, c'est fini, je sais. Il faut impliquer les patients, il faut impliquer les institutionnels et les élus. C'est ma dernière diapo, elle est importante, je la présente. Les partenariats en cancérologie en territoire isolé d'outre-mer, c'est de la médecine oncologique 5P. Okay, c'est personnalisé, c'est piloté, coordination, c'est précis, c'est de la qualité, et c'est de la proximité, c'est la gradation. Tout ce qu'on peut faire sur l'île, il faut le faire sur l'île. Et c'est participatif, on l'a beaucoup dit hier. Il y a des qualités qui sont indispensables, c'est la confiance, c'est la souplesse et l'agilité, parce que le turnover nécessite de toujours rediscuter les organisations, et c'est la disponibilité, j'en parlais. C'est toujours gagnant pour le patient, je pense l'avoir montré. Pour le CH du territoire, ça donne de l'attractivité, ça structure, ça fédère les équipes autour d'un projet qui est très transversal. Pour la collectivité, c'est vertueux parce que ça diminue les coûts des vassals, je l'ai montré aussi. Et pour le partenaire, c'est-à-dire le centre expert, c'est aussi quelque chose qui est très fédérateur. Les équipes s'investissent là-dedans. Elles comprennent la problématique des patients qui viennent de loin et ça fait bouger tout le monde. Attention, risque financier, ça a été pointé par Patrick Lambruschini hier. Pour ces petits établissements à budget global, ça leur coûte beaucoup, beaucoup d'argent. Les perspectives, grâce à UCOM, je pense qu'on arrivera à augmenter l'offre et à fluidifier encore plus les parcours, notamment via les IPA, c'est l'objet des groupes de travail 1 et 7. Et je pense qu'on gagnera aussi beaucoup en efficience et en adhésion aux soins. C'est l'objet du groupe de travail 5 sur les SHS et cancers. Si on sait mieux comment s'adresser aux personnes et aux futurs patients, on augmentera l'adhésion. Et enfin, je pense qu'il y a une portabilité. Je pense aux petites îles de Polynésie. Je pense aux îles autour de la Nouvelle-Calédonie, je pense au territoire reculé de Guyane, je pense que ce modèle est portable, non pas à partir de l'Hexagone, mais à partir des centres de référence. On va vraiment vous demander de conclure maintenant. Et pareil pour les États voisins. Les États voisins sont demandeurs et ça permettrait de faire rentrer de l'argent dans les hôpitaux de nos Outre-mer, s'ils peuvent aussi piloter à partir de chez eux l'oncologie des territoires voisins. Je vous remercie. Merci Marc. On va accueillir maintenant le docteur Jérôme Fayette, oncologue médical au centre Léon Bérard, qui va nous présenter son retour d'expérience sur les missions avancées au CH de Cayenne. Merci à vous. Bonjour, merci à tous. Alors, ça va rejoindre pas mal ce qui a été présenté déjà hier, en particulier par Bill Wangpo, sur ce qu'on a pu faire en Guyane et un système qui marche. Alors, je redis rapidement, la cancérologie, c'est ultra multidisciplinaire, c'est médical, c'est chirurgical, il y a de la radiothérapie et c'est illusoire de penser qu'on puisse l'exercer de façon optimale en étant isolé. Il y a des liens constants avec plein de spécialités, donc il faut avoir un centre de référence associé, sinon on ne va pas donner de la qualité aux patients et c'est ce qui compte. En Outre-mer, vous savez qu'il y a une pénurie médicale importante, qu'elle est exacerbée par la distance, il y a un turnover médical très, très fort, c'est 4% de la population nationale, donc c'est loin d'être négligeable, et donc Unicancer très investi sur ces problématiques. À l'hôpital de Cayenne, il y a un partenariat qui existe depuis 2009, donc qui est vraiment très solide. Moi, depuis 2009, j'ai vu pas mal de médecins passer, et pourtant, l'oncologie, c'est quelque chose qui reste stable. Ça s'est d'abord fait avec l'hôpital de Cayenne et ensuite étendu aux autres hôpitaux de Guyane. Pourquoi un tel partenariat? Pour nous, il y a un intérêt scientifique, ça permet de prendre en charge la totalité des cancers, et il y a une mission sociale. Alors sociale, c'est pas un mot qui est dénigrant, c'est un mot qui dit que ça permet à chaque personne d'obtenir une qualité, quelle que soit ses ressources et quel que soit son lieu d'habitation et de distance, en particulier avec les grandes santé. Moi, je dis souvent aux patients, quand ils me posent la question, vous savez, là, on vous traite comme ça, vous iriez à New York, à San Francisco, à Tokyo, à Paris, ça serait exactement les mêmes traitements. Vous êtes assuré d'avoir ce qui se fait de mieux aujourd'hui.
La Guyane, on en a parlé, c'est proche de l'équateur. Alors, il y a quelque chose que je rappelle souvent, c'est que c'est français depuis plus longtemps que la Savoie. Hein, faut pas croire que c'est français depuis peu de temps. C'est aussi grand que le Portugal, pour arriver à situer un petit peu, donc comprendre les problématiques de distance. C'est une population en forte croissance. Vous avez la moitié de la population à Cayenne. Vous avez Kourou, qui n'est pas très loin, qui est à 60 km, c'est 1 heure de route, mais il y a Saint-Laurent-du-Maroni, population importante et qui est à 286 km de Cayenne. Ce n'est pas une autoroute, donc c'est 4 à 5 heures de route. Et pour des populations, le seul accès, c'est le fleuve. Et tant que vous n'êtes pas allé une fois en vacances pour voir ce que ça veut dire accéder que par le fleuve, eh ben on a du mal à comprendre. Il n'y a pas de route pour aller à Maripasoula, il n'y a que l'avion, et quand la compagnie aérienne fait faillite, comme c'est le cas en ce moment, eh ben c'est très problématique. C'est des populations, Bill Wangpo en a parlé, pauvres, 30% de la population à peu près au RSA, mais quand vous regardez, le revenu par habitant est 5 fois supérieur aux pays limitrophes, donc ce qui explique une très forte immigration pour venir se faire soigner. Et c'est quand même une population qui est 2 fois moins riche que la population française, donc je ne reviendrai pas sur ce qu'a dit Bill, hein, des difficultés de fragilité importantes du fait de la barrière de la langue, de la barrière culturelle et des difficultés pour faire comprendre le cancer et pour avoir une adhésion au traitement. Parce que si vous voulez avoir des bons résultats en termes carcinologiques, eh bien, il faut que le patient adhère à son traitement. On a à peu près 500 nouveaux cas de cancer, beaucoup de cancers de prostate. Chez la femme, c'est le cancer du sein, une surreprésentation des cancers du col de l'utérus, des cancers de l'estomac et plutôt moins de cancers du poumon. Après, pour ce qui est le cancer du sein, le cancer colorectal, je dirais qu'on est à peu près au niveau de la métropole. Et il y a, alors c'est plus pour les hématos, beaucoup de cancers, en dehors du cancer du col de l'utérus, bien sûr, qui sont viraux induits et dans les hémopathies, mais ce n'est pas moi qui fais les hémopathies. L'offre de soins en Guyane, on peut quand même faire beaucoup de choses. On peut faire tous les traitements médicaux, y compris les molécules en accès précoce. Enfin, toutes les innovations sont possibles en Guyane. Il ne faut pas croire qu'on donne des sous-chimiothérapies. Toutes les nouveautés sont possibles. Certaines chirurgies sont faites et sont bien faites. Alors, c'est vrai que les seuils ne sont souvent pas atteints, mais il y a des dérogations qui permettent de faire de la qualité. Il y a de la chirurgie scénologique qui est tout à fait correcte, colorectale également, chirurgie de l'estomac, gynéco, l'urologie. Il y a de la radiologie, il y a un scanner, il y a une IRM. Je redirais juste, une IRM, c'est sans doute insuffisant. On a un manque de matériel, mais en tout cas, on a une qualité de radiologue qui est très forte. Il y a possibilité de faire des biopsies. Globalement, toutes les biopsies peuvent être faites. Il y a un petit peu de radiologie interventionnelle qui se développe. C'est un petit peu difficile, les problèmes de matériel, mais c'est en train de se développer. On a de l'endoscopie, de l'interventionnel également dans l'endoscopie qui se développe. On a une anapathe à Cayenne qui est de très haut niveau et qui est capable de faire des comptes rendus voilà, qui n'ont rien à envier à nouveau au grand centre. Qu'est-ce qu'on n'a pas? Il n'y a pas de biologie moléculaire sur place, il n'y a pas de chirurgie complexe, il n'y a pas de radiothérapie, il n'y a pas de médecine nucléaire. Et jusqu'à l'année 2023, il n'y avait pas d'oncologue en Guyane. Et les oncologues qui ont pu arriver, on n'est pas sûr de la pérennité de leur présence. Et il n'y a pas de structure de formation, il n'y a pas d'interne d'oncologie médicale. Donc comment s'organiser pour rendre service aux Guyanais? 2 choses, les évacuations sanitaires, on en a déjà parlé, et les liens avec le CLB. Donc ces liens qui existent depuis 2009, le leitmotiv, c'est faire en sorte que les gens soient soignés le plus près possible de chez eux au maximum, mais qu'ils aient la meilleure qualité et qu'ils puissent dire « je ne suis pas sous-traité, je suis traité comme dans n'importe quel grand centre et j'ai toutes mes chances ». Donc, on a des missions régulières, on est 2 avec ma collègue le docteur Nedart. On y va en alternance tous les mois. Donc, tous les mois, il y a l'oncologue de Lyon qui est présent pendant 4 jours. On voit entre 70 et 100 patients par mission. C'est le primo-diagnostic. Donc, on explique aux patients la maladie, on leur remet le plan personnalisé de soins. On explique qu'en cas de besoin, il y aura des évacuations sanitaires nécessaires. On a une IPA de très grande qualité sur place qui permet de faire la reprise de l'annonce, le suivi des patients, en particulier pour les thérapies ciblées.
et on les revoit aussi en cours de traitement pour les évaluations tumorales, les décisions thérapeutiques. Et bien sûr, ça ne peut pas se faire sans les relais médicaux sur place. On a une médecin généraliste qui a une très forte compétence en oncologie, qui est là depuis 2008, avec qui je travaille énormément, pour les prescriptions de chimiothérapie sur place. Globalement, il y a 3000 séances au moins, je dirais, de chimiothérapie en Guyane par an, c'est 90% à Cayenne, mais les relais médicaux sur place font les évaluations cliniques régulières, les premiers diagnostics pour les diagnostics qui sont faits entre les missions, pour les progressions manifestes où il y a besoin de décisions de changement de traitement en urgence. Et donc, on le fait via des RCP. Donc, la RCP, elle est hebdomadaire. En hebdomadaire, elle est faite sur des fiches synthétiques qui sont envoyées sur un dossier sécurisé et pour qu'on puisse rendre des avis conformes. Alors, ce qui est important, c'est quand on rend un avis de RCP, très souvent, on a fait une sorte de RCP, je dirais, multipathologie, parce qu'on a demandé l'avis à nos collègues. Donc, très souvent, quand on reçoit la fiche, j'appelle mon collègue qui est très spécialisé dans les sarcomes pour vérifier que l'avis qu'on va rendre est vraiment conforme aux standards de l'INCa, nos collègues urologues, chirurgiens, enfin voilà. Quand on donne l'avis, c'est quelque chose qui est vraiment sûr et qui correspond aux standards. Et quand on vient tous les mois, on fait la concertation en présentiel avec une concertation pluridisciplinaire territoriale où on est en collaboration avec nos collègues de Kourou et de Saint-Laurent-du-Maroni. Et c'est vrai que c'est plus difficile parce que on a des fois un oncologue qui connaît tout, moi je ne le connais pas, et on a besoin de poser les questions à nos collègues qu'on ne peut pas faire en direct. Les évacuations sanitaires, on en a parlé, il y en a besoin pour la radiothérapie, pour les chirurgies complexes. L'enjeu, c'est de rationaliser le coût et il faut adresser le patient au bon spécialiste. Et quand il n'a pas de famille sur place, ce qui est intéressant, ce qu'on a fait à Lyon, c'est qu'on a mis en place un logement. Donc bien sûr, la première question qu'on pose aux patients, c'est est-ce que vous avez de la famille en métropole qui peut vous héberger? S'il y a de la famille, on essaye d'envoyer sur place, soit on connaît un relais médical sur place et on l'adresse directement, soit en général, je dis aux patients, vous demandez au médecin traitant de votre entourage qui va vous accueillir quel est son correspondant pour la cancérologie et on va traiter avec le correspondant. On a un service d'hospitalisation, on peut accueillir les patients au centre Léon Bérard. On a le service Papillon pour le docteur Papillon, qui est dédié exclusivement aux patients de Guyane, d'Ili, qui est géré par une aide-soignante. On a des appartements thérapeutiques pour des patients qui sont plus autonomes. Et pour une aide ponctuelle, on a la maison Léon Bérard avec 29 chambres, des possibilités de cuisine, de salon commun pour les patients. Le problème, c'est que c'est fermé le week-end et c'est donc beaucoup plus court. L'évacuation sanitaire typique, c'est 2-3 mois pour la radiothérapie. Quand ils viennent pour une chirurgie, ils sont hospitalisés directement. Et pour fluidifier les évassanes, on a fait une commission Guyane, surtout pour le côté social. Ce qui est très chronophage pour les équipes sur place, c'est le côté social avec les patients qui n'ont pas forcément de prise en charge, qui n'ont pas forcément de titre de séjour. Et ce qui est important, c'est que dans la très grande majorité des cas, les patients ils sont très contents des évassanes et ils le font savoir quand ils reviennent à Lyon. L'avenir et la conclusion, je dirais, c'est qu'on a une qualité qui est optimale pour les patients, aussi bien que n'importe grand centre en métropole. C'est fragile du fait de l'instabilité médicale et un des enjeux, c'est d'arriver à construire un cancéropôle en Guyane qui doit se faire normalement à Cayenne. Il y a un lien indispensable avec un centre de référence, même quand il y aura un cancéropôle. Et un des enjeux, c'est l'universitarisation pour arriver à former localement des médecins guyanais pour faire de l'oncologie médicale. Et j'ai envie de dire qu'on peut l'étendre à d'autres territoires, même en métropole, parce qu'on a parlé beaucoup des Outre-mer, mais il faut savoir en France qu'on a quand même beaucoup de territoires sinistrés et qu'on n'a peut-être pas la qualité qu'on arrive à offrir à la Guyane. Je vous remercie. Merci beaucoup. Donc, je vous rappelle que les questions, notez-les dans un coin, seront toutes, les échanges se feront à la fin. Donc, j'appelle le docteur Caroline Mort, qui est hématologue au CHU de La Réunion. Et elle est en visio, pardon. On me dit qu'elle est en visio. Et qui va nous parler donc de la capacité aussi à mettre en place des techniques de pointe dans un territoire avec la mise en place de l'allogreffe à La Réunion. Madame Mort.
Vous nous entendez? Oui, oui, on vous entend. Oui, c'est bon, on a le diaporama. Et donc la suite a été, donc moi je suis arrivée fin 2015
autorités locales du bien fondé de cette activité, et surtout d'avoir des ressources financières pour pouvoir embaucher du monde, notamment autour de la coordination. On ne pouvait pas faire ces classes sans une coordination, on l'a vu juste avant, et pouvoir voilà, développer tous les moyens techniques. On a réussi à obtenir notre coordination de greffe temps plein. D'abord, c'était juste une infirmière en 2020, puis ça a grossi. Maintenant, on a 2 infirmières, une secrétaire, un médecin coordinateur, un médecin greffeur et des soins de support. Et puis, en 2021, notre laboratoire de thérapie cellulaire a été autorisé par l'ANSM, c'est une double autorisation pour pouvoir techniquer les greffons de cellules souches et être autorisé à nous les délivrer. Enfin, le 13 décembre 2021, après ces 10 longues années de travaux, le rêve a pu devenir réalité. Le premier patient réunionnais a pu être allogreffé ici à La Réunion. Quelques résultats d'activité. Donc là, c'est tous ces patients réunionnais qui ont été allogreffés depuis 2015. On voit donc à partir de 2021 la première greffe réalisée à La Réunion. Un peu plus de 10 greffes par an étaient réalisées, sachant qu'il y avait des refus de partir. Et on voit donc depuis 2021 cette vague de patients greffés à La Réunion. 6 l'année dernière. On n'a pas pu en greffer plus essentiellement parce qu'on n'avait pas encore le droit d'utiliser les greffons des donneurs volontaires. On ne pouvait pas prendre le greffon de donneurs qui n'étaient pas familiaux. On a pu réaliser la première greffe à partir d'un donneur du fichier international en mars 2023, ce qui nous a permis de Catherine, 11 greffes, des greffes réalisées ici sur site Catherine, en 2023. Oui. il reste 2 minutes. Oui. Merci. Et 2 patients qui ont été greffés en métropole, essentiellement parce qu'on n'a pas encore accès aux irradiations par champ électrical. La radiothérapie est en cours de formation. On pourra y avoir accès en 2025, on l'espère, et pouvoir réaliser donc toutes les greffes ici à La Réunion. Donc, on a greffé déjà 18 patients ici à La Réunion, sur 39 patients à greffer sur la période en tout, juste pour dire qu'il y a encore quand même 20% de nos patients qui bénéficient encore, qui subissent encore cette double peine et ce déracinement, parce qu'on a 20% de patients qui viennent de Mayotte ou des Comores et qui sont sans ressources sociales, familiales, financières, et pour lesquels il faut travailler pour avoir notamment des ressources de logement. Et puis, juste sur nos résultats, sur nos 18 patients greffés à La Réunion, plus de 50%, donc c'est pour des leucémies, on correspond aux chiffres de la métropole, et dire qu'on a eu donc 5 décès, ce qui correspond donc à 28% de nos vols, ce qui correspond aux chiffres nationaux à peu près. Les enseignements donc, de ce long projet, donc c'est un long processus, plus de 10 ans à partir du moment où on avait inscrit sur l'analyse des besoins et la réalisation de la première greffe, et qui engage bien au-delà du service d'hématologie. Ça engage bien sûr les équipes de laboratoire de thérapie cellulaire, du HLA, mais aussi le laboratoire de microbiologie, la réanimation et tous les spécialistes d'organes pour les suites de VIH. Il est nécessaire d'avoir de nombreux moyens humains, techniques et de formation, quel que soit le nombre de greffes. Qu'on réalise 15 greffes ou 80 greffes, il faut une coordination de greffes. On en réalise 15 ou 80, les équipes doivent être formées. On a besoin d'un laboratoire HLA, et donc même si on fait peu de greffes, on a un petit centre de greffes, on a besoin de moyens humains et de formation. Et puis, les départements d'outre-mer sont des régions uniques avec des facteurs de complexité sociale, culturelle, économique, qui nécessitent une grande adaptabilité des équipes, des patients, mais surtout de nos directions et des instances qui doivent nous accompagner
Merci beaucoup. Charles Honoré pour la télé RCP Outre-mer, retour de la RCP Pacifique. Charles est donc chirurgien à Gustave Roussy et le fondateur quasiment de la RCP Pacifique qui nous accompagne tous les 15 jours à 7h30 du matin le vendredi pour vous. Merci beaucoup. Donc, je vais vous parler de télémédecine. Et on va aller rapidement sur cela parce que le constat initial, c'était que les cancers rares, qui représentent entre 20 et 22% sur diapositive, mais 20 à 25% des cas, sont un vrai challenge. Un challenge parce qu'il y a une errance diagnostique initiale, l'inconfort des équipes. C'est pour ça que l'INCa, en 2009, avait créé des réseaux labellisés pour pouvoir prendre en charge ces patients. Ces réseaux ont récemment évolué vers 15 réseaux, avec, vous la voyez ici, la liste, qui permettent, grâce à ça, un modèle que beaucoup de pays nous envient, et de garantir à nos patients une prise en charge correcte, quel que soit leur type de cancer. Bon, ça c'était le constat initial. Le problème, c'est qu'en Outre-mer, c'est la double peine. C'est exacerbé, pourquoi? Parce que vous avez en plus un décalage horaire, un éloignement géographique très important, le turnover médical, on en a beaucoup parlé, un nombre de patients faible, donc c'est encore pire. C'est pour ça qu'on a essayé de trouver une solution alternative et c'est pour ça que cette RCP a été créée initialement. Elle a évolué ensuite, on pourra en reparler. Mais on a un petit groupe initial qui se sont réunis et, comme on l'a dit dès le départ, l'objectif c'était d'éviter les VASAN systématiques pour ces pathologies rares, avec l'idée de casser l'isolement ultramarin et d'offrir une structurer le recours en fait. Et comment est-ce qu'on a mis en place cela? On a designé cette RCP en visioconférence. Alors le plus difficile, ça a été de trouver un horaire qui était compatible avec Tahiti, Nouméa et Villejuif. Donc pour nous, c'est 7h30 du matin. Pour Tahiti, c'est le jeudi soir à 19h30 ou 20h. Et pour Nouméa, c'est le vendredi soir. Mais ça marche. Avec aussi ceci, on s'était dit qu'il fallait absolument ne pas casser ce qui fonctionnait déjà. L'objectif, c'était de venir en appui et de travailler sur la structuration du recours plutôt que la destination. Là, on l'a dit clairement, le déracinement est un vrai sujet. D'être sûr que le patient aille à un endroit où il avait de la famille, un ancrage, était essentiel. Qu'est-ce que ça a donné? Ben voilà, on a maintenant dépassé encore cela. On a fait plus de 100 RCP en 4 ans. Aujourd'hui, on est à 1800 discussions de dossiers. Vous voyez ici l'évolution, la moitié des patients de Nouvelle-Calédonie, la moitié des patients de Nouméa. Avec le détail, on pourra passer assez rapidement parce que j'ai peu de temps et je pense qu'il y a des choses plus importantes que cela, de tous les cancers discutés. Et sur 1800 discussions de dossiers, 250 EVASAN à peu près, 15%. Ça, c'est déjà quelque chose. Et rien que ça, c'est un résultat qui était assez intéressant. Mais on ne s'est pas arrêté là. Alors, je n'ai que les chiffres que pour la Polynésie, mais on a essayé d'un petit peu mettre en perspective. Alors, c'est le registre de 2015, les types de cancers qu'on rencontrait en Polynésie et les cancers discutés lors de nos RCP. Donc, vous avez sur 750 cas enregistrés en 2015, 106 cas discutés en RCP en une année, c'est l'année de référence que j'ai sélectionnée. La même répartition homme-femme. L'âge médian un tout petit peu moindre, mais surtout, évidemment, les localisations qui étaient différentes. Le cancer de la femme, c'était le cancer du sein qui était prioritaire, alors que les cas discutés en RCP Pacifique, c'était les sarcomes. Les cancers de l'utérus en 2e position et les cancers du sein ne venaient qu'en 3e position. Et chez l'homme, là encore, prostate en 1er en incidence, alors que dans nos RCP, qui acte bien le fait que c'est une RCP de recours, des sarcomes, des cancers de la peau et des tumeurs neuroendocrines. Très intéressant. On a pu regarder finalement avec ce premier filtre de RCP les motifs des VASAN après, RCP de recours. Et vous le voyez, chirurgie pour des situations complexes dans la moitié des cas. PET scanner. 25% de nos patients sont évassanés pour un PET scanner. Je le répète, 25%. C'est énorme. Biopsie, geste de RI, radiothérapie interne vectorisée, prise en charge oncopédiatrique, curithérapie, inclusion d'un essai thérapeutique. Là encore, c'est un autre sujet. On ne peut pas aujourd'hui faire de... On ne pouvait pas, on a un petit peu bypassé les choses, faire d'essais cliniques directement en Polynésie ou en Nouvelle-Calédonie. On y est arrivé, mais par des moyens un peu détournés. On avance ici. Et alors,
je voulais avoir quand même une idée du bénéfice, parce que là, pour l'instant, c'était vraiment prodéo. Cette activité, on l'a créée sans aucun financement à Gustave Roussy, et je voulais chiffrer quand même le bénéfice qu'on apportait. Alors, j'ai demandé à des étudiants de Centrale Supélec de travailler sur le sujet, et ils ont réussi à me chiffrer à peu près le coût d'une Evassan, voilà, 4 millions de francs pacifiques à peu près, 35 000 euros. Ils ont également réussi à chiffrer le coût de notre RCP, qui dépend du nombre de patients. Et on a un petit peu, on ne savait pas exactement combien d'Evassan on évitait, donc du coup, on a fait une fourchette très large. Et vous voyez ici le gain par rapport au coût de la RCP si on évite 10% d'Evassan. Et au maximum, si jamais toutes les discussions permettent d'éviter cet Evassan, 85%. Et bien voilà, pour l'année 2022, si jamais on évite 10% d'Evassan, 400 000 euros d'économisés entre le coût de la RCP et le coût des Evassan. Si on évite 85% d'Evassan, c'est 3 700 000 euros d'économie directe pour la CPS ou la CAFAT. On a également regardé s'il y avait un bénéfice écologique, parce qu'une Evassan, c'est prendre un patient ou son accompagnant et l'amener à l'autre côté du monde. 17 000 km quand même pour le Pacifique. Et voilà, même chose, toujours cette fourchette, 10%, 85%, 2022 l'année dernière, 500 tonnes de CO2 économisées si on évite 10% d'Evassan, 4000 si on évite 85% d'Evassan. Juste pour avoir une idée, l'empreinte moyenne carbone d'un Français par an, c'est à peu près 10 tonnes. Il y a aussi des bénéfices non chiffrables pour les médecins, je pense que Jean-François pourra le dire. Un interlocuteur stable, ça fait 4 ans qu'on fait ça. Un appui médical structuré avec un portail unique, toute pathologie confondue, c'est assez important. Une tribune de discussion régulière, c'est de l'émulation. On peut comme ça progressivement discuter de cas complexes, se maintenir à niveau, mais aussi avoir accès à des thérapies innovantes pour les patients d'outre-mer, accès à de la recherche clinique. On a réussi à inclure des patients aujourd'hui. Un relais avec un anatomopathologiste, un biologiste, un radiologue, quand on n'en a pas sur place. Structurer la filière de cours. On est en train de travailler maintenant pour réduire au maximum la durée d'Evassan des patients sur place. L'Evassan, elle est légitimée par rapport aux tutelles grâce à une RCP de recours. C'est quelque chose qui, là aussi, a du sens, notamment lorsqu'on discute et que les médecins avec qui on travaille tous les 15 jours discutent avec leur tutelle, la CAFAT ou la CPS. Et alors, au moins aussi important, si pas plus important, pour les patients, un accès direct à un appui médical spécialisé, toute pathologie cancéreuse confondue, y compris dans les cancers rares et ou complexes. Probablement qu'aujourd'hui, grâce à ces RCP, les patients du Pacifique ont un accès plus rapide que certains patients dans les territoires de France métropolitaine où des déserts médicaux existent. Limitation de perte de chance, diminution des délais de prise en charge, réduction des disparités territoriales, un accès aux thérapies innovantes et à la recherche clinique, et surtout un traitement à proximité du domicile avec des standards métropolitains. La structuration de la filière de recours, je viens de le dire, on essaie de diminuer au maximum le séjour des patients en métropole, ce qui est extrêmement important. Mais on ne s'est pas arrêté là. On a mis en place à Gustave Roussy une consultation spécialisée pour ces patients du Pacifique, ces patients polynésiens, ces patients kanaks, avec des médecins qui soit sont déjà partis là-bas, soit ont été sensibilisés via la Maison de la Nouvelle-Calédonie aux problèmes culturels, et avoir une approche et un discours qui est compréhensible. Ce n'est pas parfait, ce n'est pas un médiateur local, mais quand même, c'est une première étape dans la prise en charge personnalisée de ces patients qui le méritent. Oui, mais j'avance, je crois que c'est ma dernière dia. Et voilà, le bilan, très rapidement. 1686, aujourd'hui 1800 discussions de dossiers, 253 Evassan vers la métropole. Le vrai sujet, on est en train de travailler, c'est combien d'Evassan on a évité grâce à ça. On connaît aujourd'hui les motifs d'Evassan des patients du Pacifique. C'est pour 70% à peu près un geste technique complexe qui probablement ne sera jamais ou difficilement réalisable sur place. Par contre, 25% d'Evassan pour un PET scanner, je pense que le message est clair. Les bénéfices non chiffrables pour les patients et les praticiens, clairement, un traitement médical à proximité du domicile, c'est essentiel. Un bénéfice économique qu'on a du mal à estimer, qui est quand même probablement très conséquent, ce qui est un vrai sujet aujourd'hui, notamment si on veut quand même réfléchir à de nouvelles étapes comme l'accès aux molécules onéreuses. Un bénéfice écologique réel. Je vous remercie et je remercie surtout tous ceux qui participent à ces RCP et qui se lèvent tôt ou tard.
Juste pour compléter sur ce que tu viens de dire, je prends juste l'exemple du TEP par exemple, c'est sûr qu'il y en a encore 25, mais je pense qu'il y a des TEP évités parce que ces patients seraient en France avec un TEP à côté, grâce à l'expertise des radiologues qui nous disent qu'ils sont sûrs que ce qu'ils voient c'est bien du cancer ou de la progression, les TEP sont évités. Donc je pense qu'on aura du mal à dire combien on en évite. En tout cas, ça fait partie des... voilà, juste pour la discussion après sur l'ajout des RCP. On appelle maintenant, où en sommes-nous, Dr Gaëtan McGrogan et Isabelle Soubéran pour Bergonier et l'expertise en analyse anatomopathologique pour les patients outre-mer. Merci à vous. Et moléculaire. Merci à vous. Bonjour tout le monde. On remercie donc l'ICOM de nous avoir invités pour vous faire un retour d'expérience sur nos analyses anapath et moléculaires. Bon, il faut que je me baisse alors. Pour les analyses anapath et moléculaires ultramarins. Alors, pourquoi l'Institut Bergonié, pourquoi Bordeaux? Il faut savoir que historiquement, l'Université de Bordeaux a des liens très étroits avec les départements et les territoires d'outre-mer, par la formation des médecins, par des stages qui sont des étudiants des DOM-TOM et qui viennent en stage au CHU de Bordeaux, mais également des professeurs qui viennent donner des cours dans les différents territoires. Également, l'Institut Bergonié a une expertise qui est reconnue sur le plan national pour le traitement des sarcomes, des tumeurs gynécologiques, en particulier les tumeurs des sarcomes gynécologiques et les tumeurs mammaires. Également, nous avons une plateforme d'analyse moléculaire qui a été labellisée récemment. Et également, nous avons des liens humains très étroits avec un certain nombre d'anapathes des différents DOM-TOM que nous avons appris à connaître lors des différents enseignements. Alors, on a fait un petit bilan d'activité pour les analyses anapathes pour l'Institut Bergonié en 2022 et globalement, vous voyez qu'en fait, on reçoit des prélèvements de la Guyane un petit peu, mais pas beaucoup, surtout de la Guadeloupe et de la Martinique, de la Nouvelle-Calédonie, de la Réunion et de la Polynésie française. Alors, c'est soit des avis, soit des prélèvements qui sont adressés pour des relectures dans le cadre de réseaux, en particulier le réseau REPS, et, qui est le réseau de relecture pour les tumeurs des tissus mous et les tumeurs rares de l'ovaire, également pour la pathologie mammaire. Alors, on a un certain nombre de problématiques qui sont rencontrées. Alors, surtout, la première problématique, c'est les délais d'acheminement du matériel anapath vers l'Institut Bergonié à partir de ces territoires. Également, jusqu'il y a quelques années, on avait également le problème du délai de retour des comptes rendus, mais ça a été plus ou moins résolu par les mails avec la MS Santé. Et Isabelle va vous présenter par la suite, on a mis en place également une plateforme Internet pour ces comptes rendus. Autre problématique, ce sont les problématiques de préanalytique, en particulier pour la fixation, la coloration et les examens immunohistochimiques. Donc, il faut savoir qu'un certain nombre de territoires de laboratoires dans ces territoires en fait, sont sous-dotés en personnel et ont des problèmes d'approvisionnement, ne serait-ce que de solvants depuis la métropole, et ce qui fait que ça rend la qualité parfois des échantillons qui est suboptimale. Également, une petite problématique de décalage horaire, on vient d'en parler, avec pour avoir des renseignements cliniques complémentaires, et enfin pour la cotation des actes. Alors, depuis 3 ans maintenant, on a établi un partenariat avec l'Institut de cancérologie de Polynésie française. Et en fait, il y a un projet de création d'un laboratoire unique de biopathologie pour toute la Polynésie française intégré dans CITI-CPF. Il faut savoir actuellement qu'en Polynésie française, il y a la moitié des échantillons qui sont analysés sur place et l'autre moitié qui part en métropole avec les délais d'acheminement et de retour et parfois également une incompréhension entre les médecins locaux et les analyses qui sont faites en métropole. Donc, ce nouveau laboratoire est destiné à tous les patientes et patients de l'archipel, aussi bien du public et du privé. Et donc, nous, on est intervenus en termes de conseils, en stratégie médicale pour les plans architecturaux et également pour le biomédical. On a fait une mission récemment au mois de mai.
Et voilà, donc également, on accueille les pathologistes de la Polynésie française qui viennent en stage chez nous. Et on a également une assistante partagée qui a passé 1 an à Bergonié et qui est actuellement au CHPF à Tahiti. Alors, pour le futur, en ce qui concerne l'ANAPAT, bon, on va également développer, donc poursuivre ce partenariat avec l'ICPF. Et également, on va mettre en place de la télépathologie pour que les analyses qui sont effectuées sur place, on puisse avoir un œil dessus s'il y a un petit problème pour pouvoir aider à l'interprétation des cas. Voilà, donc je vais laisser la parole à Isabelle. Alors, donc moi, je vais vous présenter ce qu'on fait dans l'unité de pathologie moléculaire. Donc, comme l'a dit Dr McGrogan, c'est une unité qui est labellisée par l'INCa depuis de nombreuses années et qui récemment aussi a été labellisée il y a 2 ans par le ministère en tant que laboratoire de biologie médicale de référence, notamment dans le domaine du sein, de la gynéco, des sarcomes, des lymphomes et également toute tumeur solide pour ce qui est des analyses à visée theranostique. Alors, quel est le but de cette unité, hein? C'est la caractérisation moléculaire des tumeurs, donc c'est rechercher des anomalies génétiques au niveau des tumeurs, soit dans un but diagnostique, pronostic ou theranostique, et on travaille sur des tissus, des prélèvements tissulaires ou sanguins de l'Institut Bergonié, mais également des laboratoires extérieurs dans une activité de recours. Et pour cela, on dispose de quasiment toutes les techniques utiles en biologie moléculaire et en cytogénétique, avec bien sûr les techniques de recours telles que le NGS sur l'ADN ou sur l'ARN, des signatures moléculaires, de la PCR digitale et des puces de SNP array ou de profil d'expression. Pardon, ça passe pas. Là, c'est bloqué. Merci. Attends, du coup, il faut revenir en arrière. Donc, un petit point sur notre activité en 2022. Presque 600 prélèvements ont été adressés par les territoires ultramarins, essentiellement Guadeloupe, Martinique, Nouvelle-Calédonie, Réunion et Polynésie française. Alors, avec une grosse activité au niveau de la pathologie mammaire, mais également au niveau de la pathologie ovarienne, des sarcomes, qui sont les tumeurs des tissus conjonctifs, mais vous voyez aussi assez varié, avec un petit peu de digestif, de poumons, de gynéco et d'autres localisations. Alors, quels sont les enjeux qu'on a identifiés pour nos correspondants au niveau de la prescription, au niveau des délais, au niveau effectivement, on a déjà parlé du décalage horaire, au niveau du préanalytique et du financement des accès, il y avait plusieurs enjeux. Alors, pour essayer de répondre aux 3 premiers enjeux qui sont prescription, délai et décalage horaire, on a mis en place il y a 2 ans un portail de prescription connecté sécurisé qui s'appelle Nexig, et je vais vous présenter un petit peu en quoi ça consiste. Donc, le but, c'est de faciliter la prescription par accès au catalogue en ligne, essayer de réduire le temps médical et administratif aussi pour le secrétariat, puisque tout passe par ce portail. Et surtout, très important, avoir une visualisation pour l'ensemble des acteurs du parcours de l'échantillon, de façon aussi à diminuer les délais et faciliter l'accès aux résultats via un serveur, et aussi pour permettre le partage de ces résultats au sein d'une même équipe. Donc, vous voyez que tout au long du parcours, chaque intervenant a accès à des fonctionnalités et en même temps une visibilité sur l'ensemble du parcours de l'échantillon et de l'analyse, et va pouvoir accéder dès la validation du compte-rendu à un serveur de résultats. Il est informé via un SMS ou via un mail à son choix, et il va pouvoir se connecter sur ce serveur de résultats, tout ça étant conforme au RGPD, et c'est complètement sécurisé. Alors, juste pour illustrer quelques exemples pour le prescripteur, l'interfaçage est assez convivial, puisque le catalogue en ligne, vous voyez, il est structuré
par pathologie, et en cliquant dessus, il va avoir accès à toutes les analyses, avec aussi des documents joints PDF pour expliquer, donner des explications sur ces analyses. Donc c'est assez facile à utiliser et c'est assez informatif. Il va pouvoir suivre tout le parcours et au moment du résultat, pouvoir avoir cette notification par mail ou SMS et pouvoir se connecter sur le portail. Donc tous les intervenants peuvent suivre l'ensemble des interventions sur cet échantillon et sur cette prescription tout au long de la prescription. Et pour la plateforme, une fois qu'elle a accusé réception de l'échantillon sur place, elle a aussi un petit outil qui est pas mal, puisqu'on a un accès aux antécédents et ça nous permet d'éviter les doublons d'analyse, parce qu'on se rend compte que quand il y a des prises en charge multidisciplinaires, parfois il y a des doublons de prescription. Donc nous, ça nous permet de sécuriser ça. Et puis il y a dans l'outil une messagerie qui est accessible pour tous les intervenants et qui permet de communiquer de façon structurée autour de cette prescription au sein du portail. Alors c'est particulièrement intéressant, notamment avec les problèmes de décalage horaire, parce que ça évite des appels téléphoniques et ça marche très très bien. C'est parfait. C'est la dernière diapositive. Donc, quels sont les enjeux, hein, ils sont multiples. Alors, évidemment, le développement de plateformes locales via des tests ciblés, comme ça a déjà pu être fait déjà avec les techniques ITILA, ça pose le problème de bien définir les indications, parce que dans ces techniques ciblées, il y a un problème un peu d'exhaustivité des analyses moléculaires, mais ça peut répondre à un besoin, notamment dans l'urgence. Pour les techniques de fiches, comme la fiche HER2, qui est un gros volume d'activité, chez nous, le problème pour les territoires ultramarins, ça serait un problème de rentabilité aussi par rapport au volume d'activité, donc ça c'est à évaluer. Et puis bien sûr, peut-être mise en place de partenariats plus spécifiques pour les techniques plus lourdes, telles que le NGS, la Digital PCR, les SNP arrays. On accueille déjà des stagiaires, que ce soit techniciens ou praticiens, pour aider à la mise en place de ces techniques et comprendre aussi l'interprétation de ces techniques. Et le dernier gros enjeu pour moi, c'est le financement de ces tests, qui est déjà compliqué en métropole, mais qui, je pense, est encore plus compliqué dans les territoires ultramarins, et surtout le financement des tests liés aux avis et relectures, donc qui ne passent pas par une prescription médicale, puisqu'ils ne sont pas à visée thérapeutique, mais qui sont très utiles pour aboutir au bon diagnostic en complément de l'anatomopathologie. Je vous remercie. Merci infiniment à tous les deux. Merci bien. Nous allons maintenant accueillir le docteur Phong Lien Tran, qui est en visio avec nous depuis le CHU La Réunion. Il est gynécologue médical et il va nous présenter l'étude de Promscol sur la vaccination HPV à La Réunion, en espérant que nous soyons connectés. Vous êtes elle, excusez-moi infiniment. Bonjour, on vous entend bien. Oui. Parfait. Bonjour, je m'appelle Phong Lien Tran, je suis effectivement gynécologue obstétricienne au CHU de La Réunion et merci au comité de m'avoir invité pour présenter mon étude de Promscol, promotion de la santé sexuelle et de la vaccination anti-HPV en collège à La Réunion. Si vous voulez bien, je vais partager mon écran. Est-ce que vous voyez ma présentation ? Oui, parfait. Est-ce que vous voyez les diapos défiler ? Absolument. Parfait. Alors, à La Réunion, je suis particulièrement sensibilisée à la cause du cancer du col de l'utérus en étant gynécologue obstétricienne. Et quand j'étais jeune interne, j'ai accueilli des femmes avec des cancers du col avancé et qui parfois décédaient dans les services de gynécologie. Et effectivement, à La Réunion, le cancer du col de l'utérus a une incidence plus élevée qu'en métropole. C'est le 5e cancer chez la femme. Et les femmes qui ont un cancer du col de l'utérus ont une mortalité presque 2 fois
une prévention primaire efficace contre le cancer du col de l'utérus et contre les cancers HPV hépatoïdes, qui est la vaccination anti-HPV. Malheureusement, cette couverture vaccinale est faible en France et encore plus à La Réunion, où elle ne prend que de 12,10% les enfants de plus de 16 ans, filles et garçons, pour le schéma vaccinal complet. Les causes de cette couverture vaccinale basse sont le manque d'information des enfants, des parents, et aussi la Réunion était le berceau du mouvement anti-vax contre la vaccination anti-HPV, et il y a encore des séquelles de cette réticence parmi les médecins généralistes. On sait aussi que les populations où il y a la complémentaire santé solidaire, l'ex-CNU, il y a des taux plus faibles de vaccination contre l'HPV, et à La Réunion, il y a plus de 30% de la population qui est CNU. Pour augmenter la couverture vaccinale, on a développé cette étude en 2020, l'étude PROMSCOL, pour la promotion de la santé sexuelle et de la vaccination anti-HPV au collège. On a tiré au sort 2 collèges dans zone d'éducation prioritaire à La Réunion, et dans chaque collège, on a tiré au sort 12 classes, 3 par niveau, 3 en 6e, 3 en 5e, etc. Et dans le collège intervention, on a proposé une information auprès des enfants, en passant dans chaque classe pour leur faire une information personnalisée. Auprès des parents, on a appelé chacun pour leur faire une information aussi. Auprès des médecins généralistes qui travaillaient dans un périmètre de 10 km autour du collège, et auprès du corps enseignant de ce collège. Ensuite, on a garé un bus santé dans la cour du collège, 3 fois une semaine au cours de l'année scolaire pour les 3-12 des enfants de plus de 15 ans, et on a proposé une vaccination gratuite de ces enfants. Versus un collège témoin, on n'a rien fait de particulier. Et à la fin de l'année scolaire, on voit que faire de l'intervention en collège, informer et proposer une vaccination gratuite, la vaccination scolaire, ça marche. Ça permet d'augmenter de façon significative le taux de vaccination, que ce soit pour le schéma vaccinal complet ou pour au moins une dose. Et parmi les 47 enfants qui étaient vaccinés à la fin de l'année scolaire dans le collège intervention, 37 se sont fait vacciner dans le bus. Les autres se sont fait vacciner par la vaccination. D'un côté, c'est encourageant de savoir que la vaccination scolaire, ça marche et ça permet d'augmenter de façon significative la couverture vaccinale. Mais d'un autre côté, c'est un petit peu déprimant de voir qu'on a moins de 20% d'enfants qui ont eu une dose à la fin de l'année scolaire, après 1 an à leur courir après, vraiment littéralement courir après, parce qu'il y a des enfants qui nous disent si tu m'attrapes, je suis d'accord que tu me vaccines. Alors il aurait couru à travers toute la cour en tombe, j'étais attrapée, mais à la fin, on me disait non, en fait, finalement, je ne vais pas me vacciner parce que j'ai trop peur. J'ai peur de pouvoir être découverte. On a mené en parallèle une étude qualitative pour essayer de comprendre la vaccination dans une lieu scolaire. Entre autres, les enfants avaient peur, de façon un peu irrationnelle, mais peur aussi de l'aiguille. Pour les parents, vacciner leurs enfants, c'était les encourager à avoir une vie sexuelle. Et dans cette population avec 9% de grossesse parmi les mineurs, c'est quelque chose qui fait peur. Par ailleurs, il y avait aussi cette ambivalence à la loi. Les parents étaient contents d'avoir ce choix de la vaccination et de ne pas obliger de vacciner leur enfant. Mais en même
Et pour le dernier topo, on appelle Sabrina Rosbicki de la Réunion, réseau Pharmaprom, sur le point de vue du pharmacien, de l'isolement insulaire. Bonjour à tous, donc Sabrina Rosbicki, pharmacien CHU de la Réunion. Je coordonne la Fédération des pharmaciens du GHT de la Réunion, mais surtout ici, je représente la communauté de pratique Pharmaprom, pharmaciens impliqués dans l'approvisionnement en produits de santé en Outre-mer. Et on s'appelle aussi la communauté sur laquelle le soleil ne se couche jamais. Je vais vous la présenter. Alors, une communauté de pratique, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est un regroupement de professionnels volontaires qui sont reliés autour de thématiques communes pour essayer de mettre en commun nos savoirs et puis d'avancer ensemble. Pharmaprom est récente. Octobre 2020, environ, nous avons 65 pharmaciens sur 11 territoires ultramarins qui représentent à peu près 70% des lits et places publics et privés en Outre-mer. Soutenu par l'ANAP, on en a parlé hier, également l'Ordre des pharmaciens section Outre-mer. Alors, nos objectifs, développer une culture de l'approvisionnement ultramarin partagée par les pharmaciens, mais aussi nos partenaires et nos tutelles. La développer dans son côté spécifique ultramarin, mais aussi la sécuriser par des solutions communes et innovantes. Et puis, espérer faire évoluer les textes officiels qui concernent nos problématiques ultramarines. Alors, une petite frise pour vous expliquer, le processus d'approvisionnement est beaucoup plus complexe en produits de santé en Outre-mer qu'en métropole. En métropole, on commande un médicament, on est livré en 24-48 heures. En Outre-mer, ce n'est pas du tout la même histoire. Le processus a été travaillé, vous avez ici 13 étapes, dont surtout des étapes qui n'existent pas en métropole. Par exemple, le transport, le recours à un transitaire. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un transitaire? Un transitaire, c'est un intermédiaire entre le laboratoire pharmaceutique et puis les pharmacies à usage intérieur, qui va assurer tout le lien avec une compagnie de transport, aérienne ou maritime, et puis aussi, bien sûr, routière pour les derniers kilomètres jusqu'à nos pharmacies, mais aussi les douanes, parce que ça arrive, on est en France, mais nos produits sont aussi dédouanés. Et puis ensuite, la réception, ça arrive ensuite dans nos pharmacies. En tenant compte des situations de crise qui sont internationales, mais qui nous ont fortement impactés. Les gilets jaunes, le Covid en Outre-mer, ça a été quelque chose. La guerre en Ukraine, la pénurie de matières premières, c'est pour tout le monde, mais on l'a vraiment bien senti passer et on la vit encore aujourd'hui. Le manque de conteneurs pour mettre dans les bateaux nos produits de santé et les ruptures de médicaments. Voici une planisphère, donc d'est en ouest des Antilles à la Polynésie. Vous avez une étude que nous avons réalisée sur nos délais de livraison, qui vont entre l'aérien et le maritime, les livraisons moyens, de 5 jours à 5 mois. C'est ça qu'il faut se rendre compte. C'est quelque chose qui a été mesuré dans nos logiciels entre les Antilles, l'océan Indien, la Polynésie. C'est assez effarant. Avec 56 risques identifiés au niveau de tout ce processus. Je ne vais pas vous les détailler ici, mais c'est quand même un parcours du combattant que suivent nos produits de santé pour arriver jusqu'à nos établissements et nos malades. Simplement sur cette slide, devoir gérer ces difficultés d'approvisionnement en Outre-mer, c'est un métier qu'on apprend sur le tas. C'est vraiment un travail à temps plein que réalisent nos équipes en pharmacie ultramarine, et Pharmaprom permet de travailler collectivement pour essayer de trouver ensemble des solutions. Donc des niveaux de points critiques, 4 essentiels ont été identifiés au niveau de nos systèmes d'information, donc nos logiciels en pharmacie, tenir compte notamment des modalités d'approvisionnement, au niveau du traitement des événements indésirables, de leur trouver des solutions ensemble, au niveau du choix aussi du mode d'expédition. Et voilà, donc, et aussi des préconisations de commande, c'est-à-dire des algorithmes qui nous permettent de calculer quand et comment nous procédons à nos commandes de produits de santé. On a déjà, depuis 3 ans passé, largement communiqué, donc là c'est un petit peu de bibliographie, des articles, une thèse, des communications affichées, orales, que ce soit dans des revues de pharmacie hospitalière, des congrès de pharmacie hospitalière ou à destination de nos directions.
Une petite étude de surcoût, c'est important aussi, simplement pour vous dire, dans la deuxième partie de ce tableau, que sur le coût moyen d'une commande, cette étude qui a été réalisée à Mayotte, en fonction du choix de transport, qu'il soit maritime, aérien ou aérien express, nous avons un surcoût qui va entre 18% du montant de la commande moyenne, 30 voire 50%. Donc les finances, c'est aussi le nerf de la guerre en santé, et voilà le surcoût mesuré, hein, toujours par l'association Pharmaprom, enfin la communauté de pratique. Poster 2023, crise Covid et Outre-mer. Année de référence 2019, on a mesuré plusieurs paramètres sur les années 2020 et 2021. L'augmentation des délais d'approvisionnement, c'est effarant. On est allé jusqu'à augmenter 30 à 40% les délais d'approvisionnement de nos produits de santé, avec un recours plus fréquent à l'aérien, évidemment, puisque les bateaux faisaient défaut, avec le coût, avec une augmentation de nos stocks en valeur et en volume. Rétexte de cette crise Covid, deux besoins en Outre-mer, d'avoir un stock avancé sur nos territoires pour pouvoir être plus résilients en cas de crise, et puis que les laboratoires pharmaceutiques, lorsqu'il y a pénurie, nous rationnent. Ça s'appelle un contingentement, mais tenir compte, s'il vous plaît, du délai d'approvisionnement. On ne peut pas avoir simplement un contingentement en fonction de notre consommation de médicaments, mais il faut tenir compte des délais d'approvisionnement. Alors, eh ben là, j'ai choisi la bonne couleur, je vois, donc je vais regarder ici, je suis vraiment désolée. Alors ici, un petit focus sur l'oncohématologie, dans le cadre de ce séminaire. Alors, la nature des traitements anticancéreux. Ils sont coûteux, ça vous le savez. Les médicaments sont peu utilisés, et heureusement encore. La maladie, malheureusement, évolue, donc on va changer de ligne de traitement. Les traitements sont toxiques, donc on va aussi les changer. Il y a peu de patients, peu de centres sur un territoire qui traitent en charge de la cancérologie. Et puis l'essor des anticorps monoclonaux, notamment en oncohématologie, donc sont des médicaments à conserver au froid. Donc on a un gros focus sur le respect de la chaîne du froid. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'évidemment, c'est transporté en avion et que parfois, quand ça arrive dans nos pharmacies, ce n'est plus utilisable. Excursion de température. On attendait précieusement notre médicament. Il arrive et terminé. Et enfin, les carticelles, ma collègue hématologue du CHU de La Réunion en a parlé. Les carticelles, c'est une thérapeutique innovante qui permet de proposer un traitement spécifique, adapté, notamment en hématologie, à certains patients, très onéreux, très sélectionnés, prélèvement biologique du patient, envoyé en métropole avec des conditions de transport vraiment très, très spécifiques. Lorsqu'il est transformé dans une usine en Europe, parfois aux États-Unis, et il revient à La Réunion ou ailleurs, dans un autre dromcol, on est candidat, c'est un médicament. Les premiers candidats, conservation moins 180 degrés. Donc vous imaginez la logistique que ça implique. Donc voilà. Les spécificités outre-mer en cancérologie, on en a parlé largement, les délais d'approche, mais également on a besoin d'un stock de sécurité. Une urgence en cancérologie, c'est l'induction de leucémie aiguë. Il faut avoir, moi il me faut 200 grammes de cytarabine à la pharmacie pour pouvoir faire face à une RAC, à une induction de LA. On ne peut pas attendre de commander. Donc on doit avoir des stocks de sécurité. Un faible nombre de patients sur un territoire isolé. Peu de centres, effectivement. Des pathologies, parfois, hier on en a parlé, qui sont surdéveloppées dans certains territoires, comme le cancer de la prostate aux Antilles, on en a parlé hier. Et puis donc les carticelles à La Réunion, je viens d'en parler. 3 axes d'amélioration proposés par Pharmaprom. Première piste pour améliorer tout ça, adapter nos systèmes d'information, donc nos logiciels, pour intégrer toute l'étape de la chaîne d'approvisionnement, pour évidemment faciliter les commandes, améliorer leur suivi, faciliter les échanges avec les fournisseurs, les transitaires, les pharmacies, et réduire au final les délais d'approvisionnement. Donc plusieurs axes de travail, j'étais pour groupe de travail, avec Hospitalis et des moyens de complètement dématérialiser les commandes, avec des éditeurs de logiciels, donc là comme Pharma, qui est un logiciel métier de pharmacie très connu,
MAP8 Lab, c'est un groupe de travail pour développer un outil coopératif pour gérer sur un territoire, entre pays, des ressources, donc des médicaments très onéreux ou très rares. Et puis ensuite, le dernier groupe de travail, c'est une codification spécifique à l'outre-mer des litiges. Il y a donc des litiges. Où est-ce que ça a pêché dans la chaîne d'approvisionnement entre fournisseurs, établissements de santé et transitaires, spécifiques à l'outre-mer. Deuxième piste. Oh là là, je me dépêche alors. Avoir un stock de sécurité adapté à nos délais d'approche. Les capacités de stockage de nos pharmacies sont vraiment insuffisantes alors qu'on a besoin de stocker beaucoup. En cas de pénurie, notre contingentement n'est absolument pas adapté. Il n'y a pas de stock avancé des fournisseurs sur nos territoires. On est donc tout seul. Les pharmacies sont tout seules. Pas de priorisation pour les péremptions lourdes et le transport aérien ne garantit absolument pas un acheminement express. Nous aurions besoin d'avoir un appui législatif pour imposer un stock de sécurité couvrant 2 mois plus le délai d'approche et peut-être regarder du côté de nos amis américains pour prolonger parfois certaines de péremptions dans les limites de sécurité évidemment. Troisième piste, les conditions de transport. Le bateau, on n'a pas forcément accès aux conteneurs réfrigérés. On n'a pas toujours de voie maritime directe. On n'est pas prioritaire sur le dédouanement quand ça arrive chez nous. Pour l'avion, pareil. Et en plus, on a des débarqués. C'est-à-dire qu'en fait, au moment des fêtes de fin d'année, on va embarquer prioritairement des produits festifs aux produits de santé. Et ça, c'est vrai. Je vous garantis que c'est la vérité. Et en plus, quelle que soit la voie, ça c'est récent, de plus en plus de médicaments sont considérés comme dangereux au sens de la réglementation du transport aérien ou maritime, ce qui parfois est en contradiction avec leurs conditions de conservation. Voilà, et puis des messages au pouvoir public, le médicament n'est pas un produit comme les autres, on aurait besoin d'un appui législatif et peut-être pouvoir recourir à des circuits courts en fonction de l'implantation géographique des territoires. D'autres perspectives, il y a UniHA réfléchit à une centrale d'approvisionnement en hexagone, donc on aurait un stock en hexagone pour l'outre-mer, et puis travailler aussi sur notre impact environnemental, optimiser, sécuriser les transports, c'est une optimisation de l'environnement, réduire les médicaments non utilisés parce qu'ils sont renvoyés en métropole pour être détruits, bravo, réduire nos déchets parce que les conteneurs isothermes, c'est valorisable, et aujourd'hui ça ne l'est pas encore, et favoriser la coopération entre les pays. Je conclus. Alors, donc Pharmaprom, que je représente avec beaucoup de plaisir ici, donc c'est partager nos expériences pour traiter nos sujets, nos problématiques, et on essaie déjà de trouver des solutions très concrètes. Depuis 3 ans qu'on existe, on est très heureux d'avoir eu l'occasion d'échanger ici, de se présenter. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. On va prendre les questions. Peut-être les orateurs, vous pouvez venir vous mettre là, comme ça. C'est peut-être. Vous voulez des chaises ou... Qui a des questions? Moi, j'ai une question brûlante. Déjà, merci pour la qualité des topos. Je pense qu'on est tous d'accord que c'était assez incroyable. J'ai une question sur la coordination, justement, par rapport aux topos de Marc et de Jérôme. Donc, 2 points. Vous avez parlé de la nécessité de mieux coordonner, notamment les transferts sanitaires. Pour la Guyane, on a vu que ce qui marche finalement, c'est d'adresser les patients dans un centre référent. 2 points. Est-ce que quelque part, d'avoir une coordination, comme on en a discuté hier, centralisée, avec une seule structure qui s'occupe du transfert Evasan en fonction du partenaire ultramarin et avec un transfert personnalisé où le patient souhaite aller, ce ne serait pas une solution? Premier point. Et là, c'est aussi pour interpeller un peu les administratifs qui sont là, Monsieur Viguier. Et le deuxième point, c'est sur en effet tout ce qui est social. Donc il y a une maison des Guyanais, c'est ça au CLB. Comment elle est financée? Est-ce qu'elle suffit en termes de capacitaire? Je crois qu'il y a 10 lits, c'est ça, hein. Et finalement, Monsieur Viguier hier a parlé d'une idée de conciergerie. Est-ce qu'on pourrait décliner ce modèle-là sur d'autres centres du territoire qui sont partenaires des territoires ultramarins? Alors, je vais répondre à la deuxième question qui est plus facile. C'est financé par le Centre Léon Bérard. Donc, globalement, le Centre Léon Bérard considère que comme ça fait une augmentation d'activité, les revenus générés par cette augmentation d'activité permettent de financer. Ce qu'il faut voir, c'est que
c'est pas une activité à bénéfice. On essaye de limiter les pertes, donc voilà, c'est à peu près à l'équilibre, mais le but n'est en rien d'augmenter les revenus, comme il peut y avoir certains partenariats avec l'international, des pays riches, voilà, c'est pas ça du tout. Dili, c'est juste. C'est juste, c'est pour ça qu'il y a les appartements thérapeutiques, c'est pour ça qu'on fait des commissions, pour essayer de limiter au maximum la durée de séjour. C'est pour ça qu'il y a la maison Léon Bérard. Le problème de la maison Léon Bérard, c'est qu'elle ferme le week-end. Et c'est des questions qu'on se pose éventuellement d'ouvrir le week-end, mais ça a un coût. Et oui, moi je pose toujours la question, pourquoi on nous dit que c'est possible, mais en pratique c'est jamais fait? Pourquoi la sécurité sociale ne prend pas en charge un financement pour des hébergements? Parce qu'on explique aux patients, bah, écoutez, si vous prenez en charge vous-même votre logement, le Airbnb à côté, l'hôtel, ça va aller très vite. Parce que nous, il suffit d'envoyer une convocation et on l'a tout de suite. Donc c'est quelque chose à travailler parce qu'on nous dit que c'est faisable, mais finalement on a l'impression que ça ne l'est pas. Donc je retourne la question. On se donne un peu moins de 10 minutes de questions. Je vous propose de faire des réponses courtes, comme ça on aura le temps de poser... vous aurez le temps de poser des questions à plusieurs orateurs si vous le souhaitez. Une question pour Marc et Jérôme aussi, c'est... Vous avez montré un schéma qui permet d'augmenter la capacité à traiter localement et en même temps d'avoir cette capacité aussi pour des évasades de recours, tout en ayant la télé-expertise, l'accès à des RCP, etc. Mais finalement, pour Saint-Martin, Saint-Barthélemy, quid de ce qui se passe chez vous et de ce qui se passe en Guadeloupe? Pour la Guyane, quid de ce qui se passe chez vous et de ce qui pourrait se passer en Martinique, puisque c'est quand même beaucoup moins loin en termes de... donc bon, c'est volontiers un peu provocateur, hein, parce que je sais que c'est toujours compliqué de faire travailler ces territoires ensemble. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi, dans ce grand équilibre entre le local et l'hexagonal, un échelon intermédiaire qui est le loco-régional et qui, si la liaison est juste hexagone-territoire, arrivera jamais à prendre corps. Et on sait que c'est des territoires pour lesquels c'est parfois très compliqué de fonctionner ensemble. Merci pour cette question, c'est capital. J'ai pas eu le temps de le détailler, mais effectivement, le partenaire régional, j'ai bien dit qu'il fallait le connaître. Alors, à Wallis et Futuna, c'est Nouméa. Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est les collègues canadiens. Je suis allé les rencontrer pour savoir ce qu'ils font bien, ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils ne peuvent pas faire. Et donc ça, c'est une première partie de la réponse. La deuxième partie de la réponse, c'est que cet aspect-là justifie pleinement aussi qu'on aille parfois se rendre sur place sur des missions pour rencontrer les patients qui ne seraient effectivement pas dans le circuit du CLB ou dans le circuit du centre Eugène Marquis, de façon à les connaître physiquement, d'avoir quelque part enregistré toutes les informations dont on a besoin dans un courrier de synthèse pour que le lendemain ou un mois ou 3 mois après, lorsqu'il y a un problème intercurrent, on ait quand même une source, on ait pu documenter quel était le parcours jusque-là et qu'on puisse répondre de manière efficiente. Parce qu'effectivement, la demande qu'on fait à nos partenaires, c'est que dès lors qu'un patient rentre pour une problématique oncologique intercurrente par les urgences ou dans un service de médecine, c'est de nous appeler, vu qu'on est disponible, je vous ai dit. Comme pour Pharmaprom, le partenariat, le soleil ne se couche jamais. Donc ils ont cette facilité à nous contacter, mais nous, pour être pertinent dans la réponse, il faut qu'on connaisse aussi effectivement ces patients-là. Et donc c'est l'enjeu des missions sur place. Alors les îles du Nord et la Guadeloupe, ça date de 2023 le partenariat, donc on n'a pas encore eu le temps de faire cet échange-là. Mais encore une fois, un message important et que j'ai répété ce matin, c'est de ne pas casser ce qui marche. Et que tout ce qu'on peut faire en proximité, il faut le faire en proximité. C'est la qualité de vie du patient qui est concernée aussi là. Il faut réduire les déplacements au maximum. Moi, je reviendrai pour répondre toujours à la même problématique, c'est la conciergerie. On a eu un exemple, j'ai eu la semaine dernière en Guyane un exemple, un PET scan, on prévoit le PET scan en Martinique, et le patient il revient, il dit mais oui, mais moi je le joue.
Voilà, parce qu'on lui donne un rendez-vous, mais le temps de le faire, il y a quand même 24-48 heures le temps d'organiser, de le faire, et ben il peut pas. Il peut pas, donc on fait différemment. Ensuite, un billet d'avion Cayenne-La Martinique, globalement c'est le même prix que Cayenne-Paris. Donc il n'y a pas de gain là-dessus. Donc le problème central, c'est l'hébergement. Et après, un patient de Guyane, il n'a pas forcément de famille en Martinique. Pour lui, c'est plus simple et après, nous, on s'adapte au patient, on respecte le choix du patient, on lui demande où est-ce qu'il veut aller. Je ne sais pas s'il y a des questions pour ceux qui sont connectés en distanciel, n'hésitez pas. Vous pouvez... Deux questions. Une pour Catherine, si elle est toujours là, pour savoir si le fait d'avoir ouvert l'allogreffe à La Réunion avait amélioré l'attractivité médicale et soignante sur les territoires, parce que globalement, c'est surtout ça qui préoccupe beaucoup de nos territoires, c'est quel est le moyen d'attractivité pour que des médecins restent, et est-ce que l'exemple de l'allogreffe avec de l'hypertechnologie a permis, enfin une amélioration en tout cas de l'offre de soins a permis d'améliorer l'attractivité des médecins. Et la deuxième, c'était pour vous savoir si dans votre groupe PharmaProm vous occupiez aussi des thérapies orales, parce que nous en Polynésie on a ce gros problème de médicaments oraux extrêmement onéreux, très peu prescrits, qui sont jamais disponibles quand le patient en a besoin, et les délais d'approvisionnement peuvent être de 3-4 semaines, et pour certaines pathologies cancéreuses traitables par des thérapies orales, ce délai est pas, enfin c'est très compliqué, quoi, très. Oui, on s'occupe de tous les médicaments en cancérologie et pas cancérologie. Donc effectivement, soit on dispose d'un stock de sécurité au départ, et lorsque c'est un nouveau traitement, bah, effectivement, il faut compter aussi à La Réunion 3-4 semaines. Catherine Moore le sait très bien. Même si on fait de l'express, on passe notre temps derrière les fournisseurs, transitaires, enfin voilà quoi. Donc, la centralisation métropolitaine que vous auriez prévue, elle prendrait aussi en charge l'opération? Alors, c'est pas nous qui l'avons prévu, c'est la centrale d'achat Uniachat qui commence à l'envisager, mais qui ne va pas commencer par l'outre-mer, bien évidemment. Donc, c'est qu'ils ont vu un intérêt probablement financier. Nous, on voit un intérêt logistique, mais ils ne vont pas commencer par nous. Donc, on a assisté à une visioconférence là, il y a un mois ou deux, qui nous a intéressés, mais bon, à suivre. Voilà. Je crois qu'il y a une question en distanciel. Allez-y. Oui. Allez-y, on vous entend. Caroline Pétorin, moi je suis donc médecin oncologue en Guyane, donc nouvellement arrivée à l'intervention par juste la Guyane, elle bouge un petit peu, on essaie quand même de se structurer pour une oncologie de territoire en mettant en place des RCP et en tissant le lien entre les 3 hôpitaux, et voilà, tout en collaboration avec le Centre Léon Bérard. Donc voilà, c'était juste par rapport à cette remarque pour vous dire que l'oncologie, ça peut bouger aussi en Outre-mer, et que j'espère que l'année prochaine, on pourra vous reparler un petit peu de comment ça a pu se structurer en Guyane. Merci pour votre commentaire. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Rapidement, bonjour. Merci beaucoup pour ces présentations. Merci Charles Honoré de cette présentation de la RCP Pacifique, et vraiment les résultats sont évidents, et j'ai hâte de pouvoir ramener ça et de le présenter à notre ministre. Merci aussi à Bergonier, à Gaëtan d'être venu au mois d'avril et de nous accompagner sur la construction de ce labo d'Anapat qui va se finaliser dans très peu de temps. Donc ça, c'était pour le commentaire. Et juste pour la question, j'étais intéressée sur la consultation IDE Pré-Vassan, parce qu'on l'a mis en place à l'Institut du cancer depuis le mois de septembre. Donc je voulais savoir depuis combien de temps c'était en place. Et puis, si vous aviez des choses à nous faire comme retour dessus, et aussi si vous aviez mis parce qu'on essaye de construire
un flyer, un livret pour que les patients puissent partir avec, et un peu une idée du parcours qui les attend en France. Et aussi, dernière question sur les EVASAN, est-ce que vous avez des procédures de passeport en urgence ? Parce que nous, en Polynésie, ça n'est plus possible pour la cancérologie. Donc avant, on pouvait avoir des passeports en 2-3 jours. Maintenant, c'est 6 semaines et c'est incompressible. Donc voilà, je voulais un peu avoir des informations sur ce point-là. Merci Tani. On n'a pas discuté, nous, par rapport à ces territoires-là pour les passeports. Et puis pour tout ce qui est la constatation pré-EVASAN, comme c'est Nadia qui a piloté ça, je vais la laisser répondre. Donc, comme on a expliqué, on a des infirmières référentes qui ont été identifiées, donc qui se sont formées à ces consultations. On les a fait un peu comme des consultations qu'on fait ici en métropole dans les centres, des consultations d'accompagnement où elles font un bilan médico-social. Elles ont une trame en fait qu'on a travaillé ensemble, où elles recueillent un peu les informations dont on va avoir besoin et elles nous identifient déjà les problématiques qui vont se poser, qu'elles soient d'ordre psychologique, d'ordre diététique, enfin voilà, et un peu l'environnement du patient pour qu'on prenne un peu la mesure de ce qui va être à mettre en place à l'arrivée, anticiper sur les besoins en soins de support. Donc ça, là, il y a une trame, elles font un retour qui est adressé avant l'arrivée du patient à l'oncologue qui va prendre en charge le patient. Et donc, notre question sur la question des supports, l'équipe tu pourras parler également avec Monsieur Lambrouskini qui est là, qui est l'actuel directeur du CH François Dunant. Ils ont développé des passeports chimiothérapie. Ils se sont un peu inspirés de ce qu'on faisait au centre, avec un peu l'explication de ce que c'est que de faire une chimiothérapie sur le territoire, les soins de support disponibles, les acteurs, comment on les contacte, etc. Voilà. Et dans le kit de départ, effectivement, on a travaillé ensemble les numéros utiles, mon mail de coordinateur, de coordinatrice, les coordinateurs locaux, etc. Mais tout ça, on peut échanger là-dessus et se redonner des outils sans problème. Juste un commentaire supplémentaire. C'est important, dès le départ, de présenter ce qui va pouvoir être proposé au retour, parce que même si on dit depuis 2 jours que c'est très important d'ancrer les patients dans leur territoire et de faire tout ce qu'on peut sur le territoire, il y a parfois une appréhension à revenir. Parce qu'en disant, je vais quitter un centre qui est expert, qui est à la pointe, qui est en avance sur tout ce qu'on demande de faire en cancérologie, et je vais me retrouver dans mon territoire, toute seule. Donc ça peut être un frein au retour. Et donc ça, il faut le casser dès le départ en disant, ben voilà, vous allez aller à Rennes, à Paris, à Bordeaux, ici ou là, vous allez trouver beaucoup de choses. Mais sachez qu'au retour, il y aura aussi ça et ça. Les ressources en soins de support de l'hôpital, les ressources en soins de support de la ville. Et je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, il faut considérer l'ensemble des acteurs en structurant, en coordonnant de la manière la plus collective possible. Rassurer le patient sur le fait qu'effectivement on se coordonne. En fait, la consultation de départ, elle permet ça en fait, de dire, vous inquiétez pas, on communique les uns avec les autres. Moi, je vous transmets des informations, ils vous m'en transmettent, et quand vous allez revenir, c'est pareil. Vous revenez sur votre territoire, mais on continue d'échanger, ils sont là en backup. Nous, on est là, on a l'expertise. La preuve, je suis capable de vous entendre sur vos difficultés avant que vous partiez. C'est-à-dire que l'équipe qui est à Rennes, elle me fait confiance sur la capacité à transmettre. Voilà. On prend encore, par exemple, 2 questions, et après, on va faire la pause. Bonjour, moi je voudrais rebondir sur la problématique de la coopération régionale. Le problème de la coopération régionale et les EVASAN vers la métropole, pour nous c'est un danger sur la pratique dans nos territoires, parce qu'on est à la limite des seuils, il y a un problème de masse critique. Et cette masse critique, elle peut être atteinte, voire dépassée lorsque cette coopération fonctionne. Et elle peut être menacée lorsque cette coopération ne fonctionne pas. La masse critique et les seuils, ce n'est pas un simple problème d'autorisation, d'agrément, c'est le maintien de compétences locales. Donc quand en particulier, je rebondis sur la problématique des EVASAN de Guyane. Nous, ça fait des années qu'on essaye de mettre en place des coopérations qui ne fonctionnent pas. Ça met en danger certains services pour ces problèmes de seuil et de maintien de compétences sur notre territoire, la Martinique. Vous disiez que les Guyanais n'ont pas de famille souvent en Martinique. Il y a quasiment un Guyanais sur 2 qui a de la famille soit en Martinique, soit en Guadeloupe.
Donc on a besoin de structurer ces filières, ça repose sur des actions des institutions, etc. Mais je pense qu'il faut favoriser ces coopérations régionales pour maintenir le maximum de compétences sur nos territoires. Oui, dans l'ensemble, on peut qu'approuver. Hein. Globalement, ce qui est important, c'est la compétence. Je pense que ce qu'il faut, c'est que les patients ils soient soignés le mieux possible. Et le maintien de compétences loco-régionales, c'est très important. Nous, on dit toujours aux patients, mais je reviens toujours à la même problématique, qui est souvent de la conciergerie. Que le patient a besoin d'un point de chute parce qu'on leur demande, vous avez de la famille? Oui, mais ils peuvent vous loger? Non. Voilà, donc il faut qu'on trouve des idées innovantes pour arriver à prendre en considération ce problème majeur. Vas-y, pour la dernière juste pour l'équipe d'ANAPAD de Bordeaux. Est-ce que la biologie moléculaire dans vos établissements, il y a un volume, j'imagine, de prescription minimale, un petit volume ne va pas entraîner de perturbations dans vos organisations pour rendre les résultats, mais si vous commencez à avoir beaucoup d'arrivées de demandes de biologie moléculaire d'établissements externes à votre région et de circuits rajoutés, j'imagine que ça peut créer quand même des problématiques d'encombrement et de ressources humaines locales, parce que j'imagine qu'il faut des techniciens, etc. Quand on regarde d'où viennent vos prélèvements et quand on voit, nous, de Polynésie, où on les envoie, c'est très éclaté. Et est-ce qu'il y aurait nécessité à réfléchir à des filiarisations plus ciblées pour, par exemple, se dire la biomol de ça va là pour à peu près tous les territoires d'outre-mer s'ils sont d'accord, pour que vous ayez des financements et que je pense à la réduction des délais, parce que évidemment, si on envoie un prélèvement qui met déjà 3 semaines pour arriver sur une plateforme encombrée par d'autres prélèvements, le délai va se rallonger d'autant. Et donc, est-ce que, voilà, cette question de l'éclatement des endroits et nous, l'éclatement de là où on envoie à globalement 3 établissements en Polynésie, les biologies moléculaires, vous, Nantes et Gustave Roussy. J'imagine que les autres outre-mer font la même chose. Et donc, est-ce que c'est censé de faire ça? Je vais juste commencer par en fait, le projet qui est en cours actuellement à Tahiti pour la création d'un laboratoire d'ANAPAD qu'on a voulu être en capacité de réaliser un certain nombre d'examens à la fois d'ANAPAD mais également de biologie moléculaire pour, ne serait-ce par exemple pour le typage HPV, pour le dépistage du cancer des côtes, que ce soit fait sur place, pas envoyé en métropole et donc autonomiser au maximum les acteurs locaux pour que les examens très spécialisés, il n'y a que ceux-là qui partent en métropole. Donc je laisse Isabelle répondre pour la biologie. Non, effectivement, vous posez c'est une question intéressante. Je pense qu'il faut étudier la question entre effectivement développer localement des techniques qui sont faciles à mettre en œuvre et qui sont aussi rentables, parce que c'est vrai qu'il y a certaines techniques, si on n'en fait pas beaucoup, l'investissement en termes de matériel, de compétences, de personnel n'est pas rentable. Donc ça, c'est un travail à faire. Après, tout ça s'organise et effectivement, si d'un coup on se met à recevoir tous les prélèvements ultramarins, ça va nous poser quelques problèmes. Mais si c'est organisé, qu'on peut anticiper l'organisation, moi je pense que c'est tout à fait faisable, notamment pour les activités, comme dit Gaëtan, les activités de recours, qui, je pense, ça évolue tellement vite, la biologie moléculaire et les panels de gènes et les cibles à rechercher, et les techniques, qu'il y a certaines choses, je pense, qu'ils seront obligés de venir en métropole parce que les laboratoires sont déjà équipés et en plus, on a déjà un gros volume d'activité. On est déjà dans la démarche d'accréditation COFRA qui a tout ce volant qualité qui est à prendre en compte. Et donc,
Voilà, je pense qu'il y a, en fait, il y a pas, j'ai pas de réponse univoque. Je pense qu'il faut étudier entre ce qui peut être fait localement, ce qui peut être mis en sein de partenariat avec la métropole et pas forcément centralisé sur un seul centre, mais effectivement sur plusieurs centres. Est-ce que c'est par organe? Ça, je ne sais pas. Ok, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup aux modérateurs et aux orateurs pour cette première session. Je vous propose de rester ici pour faire une petite photo, s'il vous plaît. Et nous allons, pour garder un temps de pause d'une demi-heure et vous laisser le temps d'aller voir nos laboratoires partenaires de ce séminaire, que je remercie, MSD, BMS et GSK. Donc, reprise à 45, s'il vous plaît.